Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors ça y est, il ne nous resterait plus qu'une journée à vivre si l'on en croit le calendrier Maya qui a fixé la fin du monde pour demain, le vendredi 21 décembre. En fait, si l'on en croit une certaine lecture catastrophiste de ce fameux calendrier Maya. Maintenant, au-delà des lectures et des interprétations, est-ce que l'engouement général suscité par la nouvelle devrait nous mener à réfléchir sur la fascination que nos sociétés entretiennent pour le phénomène apocalyptique? D'où est-ce qu'il vient et surtout, d'où vient cette fascination et surtout de quoi est-elle le symptôme? Le point avec Mathieu Bock-Côté. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes dans votre abri atomique à titre de préemptif? Non plus que sur une ferme à l'abri avec des réserves d'énergie, non plus que dans une secte éloignée quelque part dans les bois, non plus que dans une grotte. Je suis chez moi en train de réfléchir au phénomène apocalyptique tout en me sentant parfaitement à l'abri contre lui en me promenant dans la rue. Vous êtes un dangereux sceptique, Mathieu. Oui, mais c'est assez étonnant par ailleurs. Et vous serez confondu pour ça, du reste. Mais oui, mais ce qui est assez étonnant par rapport à ce phénomène de l'apocalyptisme, appelons ça comme ça, c'est-à-dire le catastrophisme, la passion neuve pour cette idée que le jugement dernier c'est bientôt, c'est que ça relaie à la fois dans l'espace public de très vieux mythes, de très vieilles peurs qui sont logées dans les profondeurs de la condition humaine et certaines supercheries modernes, contemporaines, et évidemment c'est un phénomène médiatique, c'est-à-dire les médias qui sont toujours à la recherche de grands récits à mettre en scène pour occuper le temps et ainsi de suite, eh bien c'est la rencontre finalement de quelque chose de très moderne, de quelque chose de très instrumental et de peur profonde logée dans le cœur humain. Et c'est voilà pourquoi le phénomène apocalyptique, cette espèce de passion neuve que l'on voit un peu partout chez les gens qui ne prennent au sérieux absolument rien du christianisme, qui prennent au sérieux rien, que ce soit alors du monde musulman ou de quoi que ce soit, mais qui vont prendre au sérieux ce qui relève de l'exotisme apocalyptique parce que d'un coup ça donne un sens à leur vie et ça permet quelquefois paradoxalement de traiter quelques peurs qui peuvent être rationnelles mais qui trouvent là un grand récit où se magnifier. Mathieu Bock-Côté, il y a donc une convergence de plusieurs éléments. Vous dites que les médias occupent aussi par des discours assez sensationnalistes un peu le temps des gens. Est-ce que cette fascination pour l'apocalypse, la fin du monde et les catastrophes est un symptôme, c'est une peur ou c'est un symptôme d'ennui profond? Je crois que c'est les deux choses. C'est-à-dire, d'un côté, qu'est-ce qu'il y a derrière le mythe de l'apocalypse? Il y a le simple fait que nous savons que nous allons mourir un jour. Oui. Et la mortalité, l'être humain a mille et une manières pour chercher à apprivoiser sa propre mortalité, c'est-à-dire le sentiment, la certitude qu'il a qu'un jour il disparaîtra et que ce monde ne sera plus là. Et il y a quelque chose d'absolument rassurant dans l'idée que le monde va périr en même temps que moi. D'une certaine manière, il n'y aura pas de suite. Je suis le point final de cette existence. C'est une certaine manière de revaloriser sa propre existence. Le monde ne me survivra pas. Alors, de ce point de vue, tout est permis. Et le d'ailleurs, monde ne me survivra pas, tout est permis, faisons la fête et ainsi de suite. Ou alors, le monde ne me survivra pas, donc ce n'est pas grave pour la suite des choses. Ça dédramatise notre propre mort. D'ailleurs, il y avait le philosophe et musicologue français qui s'appelait Vladimir Yankelevitch qui disait d'une chose de la mort, ça on fait une parenthèse si vous voulez bien Mathieu, c'est que la mort c'est la chose la plus banale parce que tout le monde meurt, mais c'est en même temps la chose la plus originale parce que ma mort à moi, personne d'autre ne l'aura vécu et votre mort à vous, Mathieu aussi, personne d'autre ne l'aura vécu que vous-même. Ah oui, absolument. D'ailleurs, je crois que c'est une phrase de Rémi Girard dans la suite du déclin de l'Empire américain, les invasions barbares. Lorsqu'on lui dit il va mourir, on lui dit ça arrive à tout le monde, il dit oui, mais moi, je vais mourir. Donc, c'est banalité et extraordinaire tout à la fois. Donc, effectivement, c'est une peur profonde, la peur de la mort physique, la peur de la disparition des sociétés. Le sentiment du déclin des sociétés traverse l'histoire des sociétés, la peur que la société disparaisse et la peur que le monde en finisse, le sentiment d'un possible apocalypse, donc cette espèce de peur récurrente, mais aussi, effectivement, l'ennui contemporain. Nous vivons dans des sociétés, en Occident du moins, ouatées, préserver des plus grands dangers, préserver pour peu qu'on n'ait pas trop de malchance de la misère. On peut être pauvre, mais on a beaucoup moins de chances d'être miséreux. Alors,
Et par ailleurs, c'est une société qui vit sous le signe du spectacle permanent. C'est vrai. Or, l'annonce de l'apocalypse, prédit par ailleurs par un calendrier exotique, qui vient donner une valeur à cette espèce de volonté d'aller toujours trouver la vérité ailleurs que chez soi. Donc, c'est une manière de combler l'ennui. C'est une manière aussi pour la société du spectacle de mettre en scène un grand récit, d'exciter certaines peurs populaires. Et à travers tout ça, on se retrouve donc devant une partie de la population, parce qu'il y avait quelques informations d'infosectes qui ont filtré récemment. Environ 10% de la population croient vraiment que l'apocalypse, c'est demain. C'est demain. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tous ceux qui vont proposer une version plus raisonnable et plus rationnelle et plus modérée du récit apocalyptique, mais qui en maintiennent le fond. Donc, pensez à ceux qui croient au prochain écroulement du système économique. Pensez à ceux qui croient à l'explosion de la planète à cause de ravages écologiques. Donc, vous voyez que le mythe apocalyptique peut se diffuser de plusieurs manières et pas seulement de la plus caricaturale. On est quand même sur des régimes différents, parce que la crainte apocalyptique est irrationnelle dans le pire des cas, mais la crainte de l'effondrement économique, Marx l'avait prédit également, l'écologie va pas très très bien non plus. Est-ce que il faut quand même pas tout mettre sur le même plan, Non, Mathieu? je ne mets pas tout sur le même pied, mais je dis qu'il y a une manière apocalyptique de traiter les phénomènes sociaux. Ah oui, et il y a une diffusion du réflexe apocalyptique dans la pensée sociale, dans la pensée historique, dans la pensée politique. Et on pourrait dire par ailleurs que chez Marx, il y a aussi cette idée de l'apocalypse créateur, c'est-à-dire l'effondrement qui annonce la renaissance. Donc c'est une structure de pensée qui est présente dans la pensée occidentale depuis très longtemps, l'idée qu'un jour il y aura une fin, et chez les plus optimistes, la fin ensuite annonce la renaissance. Donc samedi matin... Il y a ici quand même une structure de pensée par laquelle je crois qui est profondément connectée aux schèmes premiers par lesquels on accède à notre humanité, c'est-à-dire comment on s'inscrit dans le monde, comment on apprivoise la possibilité de notre disparition, et comment d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une civilisation à l'autre, ces peurs fondamentales, ces appréhensions fondamentales sont prises en charge par la culture. Et je note encore une fois que, vous notez bien, on nous annonce l'apocalypse pour demain, des oiseaux à la marge de la société se préparent à cet apocalypse, la plupart des gens vont continuer à vivre leur vie très normalement, et pourtant, le sentiment d'une fin du monde traîne un peu dans la culture populaire. Vous voyez ce qu'Hollywood en a fait, par exemple, avec plusieurs films. L'industrie de la fin du monde a fait tourner plusieurs blockbusters hollywoodiens. Mais Mathieu, Mathieu, j'aimerais bien être un de ces oiseaux que vous décriez, parce que s'il y a une renaissance, samedi matin, c'est café crème, croissant, champagne, mimosa, panettone et cadeaux pour Noël. Si la renaissance vient après la catastrophe. Oui, ça, c'est la grande distinction entre les optimistes et les pessimistes. Il y a ceux qui croient que tout est foutu et qu'il n'y a plus rien à espérer. Non, mais une renaissance après, vous avez dit. Donc, c'est une renaissance... Non, mais c'est qu'il y a aussi ceux pour qui, parce que c'est dans la pensée occidentale, il y a ceux pour qui l'apocalypse est le point final, et il y a ceux pour qui l'apocalypse est recyclé dans un récit prophétique de la renaissance. Oui, tout à fait. Alors là, l'effondrement, ça, par exemple, vous voyez ça dans certains récits écologistes qui nous disent la planète ne peut plus en supporter ainsi, il va y avoir de grandes crises, mais ensuite, nous allons redécouvrir une manière plus simple de vivre, nous allons redécouvrir une simplicité de notre humanité, nous allons être capables de nouveau de nouer des liens qui relèvent de la convivialité, d'avoir un rapport plus intime à la Terre. Ceux qui nous annoncent la catastrophe économique nous disent, quand tout va s'effondrer, eh bien ensuite on va pouvoir se délivrer de la société de consommation, on va pouvoir se délivrer de des excès de cette société. Et ça me fait penser un peu à Joseph de Maistre, le 18e siècle, philosophe, écrivain, polémiste français qui suit la Révolution et française et qui dit « Dieu a voulu la Révolution française pour purger la France de ses péchés et lui permettre de reconnecter avec des valeurs profondes qui avaient été oubliées par le progrès et l'esprit des Lumières. » Et bien de la même manière, l'espèce de promesse de simplicité volontaire qui vient avec quelques récits apocalyptiques est connectée à cette même disposition d'esprit. Il faudrait, Mathieu, juste faire une rectification parce que les Mayas, on parle des tables calendaires de Xultun, Xultun, qui sont datées du 9e siècle, donc après Jésus-Christ, et elles se projettent en fait sur plus de 6000 ans. Ce qui va se passer demain, pour les oiseaux que vous décriez, Mathieu, en fait, c'est la fin d'un cycle. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un cycle, et il y aura autre chose qui viendra après. Oui, là, ça, je comprends bien, mais c'est pour ça que n'étant pas spécialiste particulièrement de la mythologie maya, je le confesse sans problème, ce qui m'intéresse à travers ça, c'est la récupération médiatique et populaire. Hein. Notez par ailleurs cette espèce de récit de la fin du monde auquel on prête appelons ça la vertu exotique de la civilisation maya. Oui. Eh bien, notez que ça s'inscrit dans toute l'industrie du paranormal, l'industrie du talisman guérisseur, l'industrie partout présente du
des cristaux et des différents liquides qui d'un coup nous transformeraient notre âme. Hein. Il y a tout un espèce de marketing aujourd'hui de la spiritualité boboche. Et d'une certaine manière, le récit de 2012 est surtout populaire, évidemment, chez ceux qui trouvent un grand réconfort, non pas dans la pensée rationnelle, non pas dans la tradition qui a été validée par l'histoire, mais bien souvent par cette espèce de spiritualité périphérique pour ceux qui s'intéressent aux anges, à la réincarnation. Mathieu, donc il y a un univers de sens là-dedans. Il y a quand même, Mathieu, deux exceptions au liquide qui nous transforment l'âme. C'est le champagne et le Diet Coke. Ah ben ça, je vous concède le premier et je me prends le deuxième. Mais je suis moins certain que ça transforme l'âme, que ça permet d'un coup d'apaiser quelques tensions ou de créer grand bonheur. En tout cas, c'est un des génies de la civilisation humaine. En tout cas, ça soulage le portefeuille drôlement, le champagne. Ah ça, je vous le concède. Le Diet Coke, c'est un peu moins grave, cela dit. C'est votre seul côté populaire. Dites-moi une chose, Mathieu. Vous parlez de mythe. L'Apocalypse, à l'origine, c'est une idée juive et une idée reprise par les premiers chrétiens. Oui. Ce n'est pas un mythe, c'est un mystère. Et je crois qu'il faut faire une différence entre les deux. C'est-à-dire que le mystère est une chose qui ouvre sur l'inconnu, le divin. D'ailleurs, le mot apocalypse le dit bien étymologiquement. Apo, qui veut dire privatif en grec ancien, et kalypto, caché, je cache. Donc, l'apocalypse, et les Anglais le comprennent, c'est revelation, c'est la révélation. Et on devrait dire en français, c'est on décache quelque chose, on découvre le mystère de Dieu. Oui, et donc, il y a forcément quelque chose. Ça s'inscrit effectivement dans l'espèce de récupération d'un certain messianisme par le premier christianisme, c'est-à-dire l'idée qu'il faut qu'il y ait une fin de l'histoire pour révéler tout le sens de notre parcours, finalement. Au terme du récit, il y aura la révélation. D'une certaine manière, c'est la structure romanesque qui est déjà présente. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, d'ailleurs, quand on lit un peu sur les premiers chrétiens, ça m'a toujours marqué, les premiers chrétiens, ceux qui avaient suivi le Christ, ou encore les générations qui suivent, là, pas très éloignées, sont persuadés que la fin du monde est pour bientôt. Oui. Et ils se disent, on a suivi le Messie, donc on sera sauvé, on aura un traitement singulier. Mais ce qu'on constate, c'est que la fin du monde n'arrive pas finalement. La fin du monde tarde. Donc d'une certaine manière, il faudra réinventer, redécouvrir, et à ce moment, mythifier d'une certaine manière l'idée d'apocalypse, l'idée de fin du monde, pour la conserver au cœur d'une certaine théologie, mais plus encore, devrais-je dire, parce qu'elle est indispensable à une certaine forme de croyance. Hein. Si on considère que la vérité de la condition humaine n'est pas seulement dans ce monde, dans le monde qui suivra, eh bien, il faut quand même marquer de manière symbolique la rupture entre notre monde et le monde qui suivra. Donc, effectivement, si on veut comprendre le mythe de l'Apocalypse tel qu'il est, parce que j'insiste sur le mot mythe dans la culture contemporaine, il faudrait probablement faire une histoire assez fine et remonter à ses origines. Mais je ne suis pas certain que la pensée contemporaine soit préparée à de tels examens historiques. Non, évidemment. Et donc, il faudrait aussi revenir au mot mystère qui était vraiment à l'origine, l'intention d'origine de l'Apocalypse. Vous dites, je reprends un peu quelques idées que vous avez écrites dans le Journal de Montréal. Je pense que c'était Kaboom, K-A-B-O-U-M. Alors là, vous citez les scénarios des gens qui vont se planter dans une ferme et qui vont faire ci et qui vont faire ça. Et au moins, ceux qui sont sur une ferme, si le monde existe encore samedi, la peur de la catastrophe les aura initiés au jardinage et à la menuiserie. Ah oui. Mais en plus, vous dites juste avant, en attente du grand soir, ils ont réappris les règles de la survie. Le grand soir, ça fait un petit peu nationaliste québécois, non? Ça peut faire aussi communiste, comme ça peut faire tous les grands engagements politiques prophétiques croient un grand soir d'une certaine manière. Mais est-ce que le nationalisme canadien... Je dirais que certains grands soirs sont préférables à d'autres. Dites-moi une chose. Oui, je connais les vôtres. Plutôt que le vôtre, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, là, je parle dans ce cas-là des survivalistes, et ainsi de suite. C'est une tendance qui est très présente aux États-Unis, mais qui se diffuse aussi en Europe aujourd'hui. Oui. Ce sont ceux qui croient à la version économique, du clash économique, l'effondrement global du système économique. Et quand on lit les auteurs proches de cette mouvance, que nous conseillent-ils? Ils nous disent, achetons-nous des génératrices, réapprenons à cultiver le potager, achetons-nous des couteaux, prenons des fusils et des cartouches. Donc il y a cette espèce d'idée que le monde va s'effondrer, que les structures de socialisation vont s'effondrer, que les repères élémentaires qui permettent de vivre en société vont s'effondrer, et que l'homme va être reconnecté à sa part presque animale, la part de survie. Nous allons quitter le luxe de la civilisation, la sophistication de la civilisation, et on va redevenir des chasseurs-cueilleurs. Et il y a toujours ce mythe, j'en parlais tantôt,
c'est presque un retour au mythe du bon sauvage. C'est presque un retour à ce mythe d'une humanité qui se pervertirait en s'engageant dans la société, qui se pervertirait dans la civilisation, et c'est quand la civilisation va s'effondrer qu'on va pouvoir se reconnecter aux vertus primaires. Et ce qui est paradoxal ici, c'est que cet effondrement, pour certains, il est souhaité, il est désiré. Quand le monde va tomber, enfin l'humanité se libérera du carcan de la civilisation et redeviendra aussi brutale et aussi barbare qu'elle n'aurait jamais dû cesser de l'être finalement. Donc il y a un fantasme régressif qui se voit ici comme un progrès et c'est visible dans la pensée politique. Je reviens à mon idée de nationalisme, Mathieu. On parle beaucoup de grand soir pour l'indépendance du Québec. Est-ce que l'indépendantisme québécois est aussi traversé un petit peu de cette idée apocalyptique? Ben, je comprends votre question. C'est-à-dire, y a-t-il la peur que si le Québec ne devient pas indépendant, la culture québécoise va disparaître? Ou l'inverse? Oui, mais je vois les deux possibilités. Il ne faut pas chasser de la pensée sociale l'idée de la pensée historique, l'idée de décadence, de déclin. On distingue souvent ces temps-ci avec raison la fin du monde et la fin d'un monde. Hein. C'est pas la même chose. Il est certain que les civilisations finissent par périr, il est certain que les peuples finissent par disparaître. J'écrivais récemment dans un papier que la lutte pour l'indépendance du Québec, par exemple, à laquelle je crois, à laquelle plusieurs croient, eh bien, dans 1000 ans, est-ce qu'elle aura, on va regarder ça probablement avec une passion archéologique. Et pourtant, à travers cette quête, l'homme québécois ici va avoir exploré certaines possibilités humaines fondamentales, la liberté politique, la grandeur politique, la fraternité, l'amitié politique, et ainsi de suite, l'héritage. Bon, alors ça, c'est une chose. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est possible que des cultures disparaissent, que des peuples disparaissent, et qu'il ne faut pas chasser l'idée de disparition de la pensée sociale. Ce qu'il faut critiquer avec un peu de sévérité, c'est la mystique exaltée de l'apocalypse, la mystique exaltée de la catastrophe finale. Exactement. Alors, c'est à critiquer. Est-ce qu'on retrouve ça dans le nationalisme québécois? Vous croyez? Ben, c'est la question que je vous pose. Je ne suis qu'un animateur, vous savez. Ah oui, d'accord. Mais cette question était quand même bien tournée. Mais bien tordue, vous avez dit? Je crois qu'il y a une peur de la disparition qui est liée qui est au cœur de la culture québécoise. Mais je crois que c'est une peur de la disparition qui est au cœur de toutes les petites nations. Hein. Comment Kundera définit-il une petite nation? C'est une nation qui sait qu'elle peut disparaître. Ça, Kundera a cette hypothèse et je crois qu'elle est valable. Et il y a des nations qui sont disparues. Il y a des nations qui ne sont pas parvenues à exister pleinement en leur nom propre dans l'histoire. Donc oui, il y a une peur du déclin, une peur de la disparition dans la pensée politique québécoise. Qui est compensée par le grand soir qui va sauver tout d'un coup de magique. Je pense pas que l'indépendance est vue comme... Bon, pour certains, probablement que c'est vu comme le grand soir qui va tout sauver. Yves Couture a écrit un livre en ce sens au début des années 90 en parlant de la charge religieuse et messianique du nationalisme québécois. Je pense que plus probablement, plus raisonnablement, on peut dire qu'il y a une peur de la disparition au Québec. On croit qu'avec l'indépendance du Québec, un certain sens de l'histoire se révélera, c'est-à-dire un peuple en quête d'accomplissement, que l'indépendance va mieux assurer l'avenir de la culture québécoise, mais que les petites nations ne se sont jamais fait d'illusions quant à leur propre éternité. À la différence de grandes nations comme la France, on se rappelle les premières lignes des mémoires de guerre du général de Gaulle qui croit à la France éternelle. On ne croit pas ici au Québec éternel, mais si le Québec peut durer quand même assez longtemps sans atteindre l'éternité, ce serait déjà pas mal. Donc je crois qu'on doit retirer l'hypothèse indépendantiste de l'hypothèse apocalyptique, ce qui ne nous empêche pas de réfléchir à la possible disparition de notre culture. Revenons à l'Apocalypse, Mathieu. Enlever l'Apocalypse, enlever le jugement dernier, sous sa forme plus mythifiée que mystère ou spirituelle, il restera quoi pour la plupart des gens qui croient dur comme ferme à la fin du monde? Enlevez-leur cette crainte et cet espoir concomitant, il resterait quoi? Une immense déception. C'est-à-dire tout ça pour ça finalement. C'est-à-dire pour une vie ordinaire, pour une vie qui ne se passe pas toujours dans les sommets, eh bien la croyance en la disparition prochaine du genre humain donne quand même une certaine exaltation. Ça, c'est vrai, et c'est pour ça que je parlais tantôt de la mystique exaltée de l'Apocalypse. Parce que certains en viennent à craindre et souhaiter tout à la fois ce grand spectacle final. Et j'ai l'impression qu'effectivement, certains vont se réveiller samedi matin. Évidemment,
vous ne les connaissez pas, je ne les connais pas, c'est pas des gens par définition, ceux qui ont de telles croyances ont tendance à s'isoler socialement, mais ils vont se réveiller assez déçus finalement. Hein. Ils vont se réveiller assez déçus, c'est-à-dire finalement ce n'est pas arrivé. Mais alors Mathieu, ils vont regarder... Les croyances font agir les gens, et ceux qui croient à ça agissent en conséquence. Ils vont certainement trouver un calendrier Khmer, ou un calendrier Wolof, ou un calendrier de je sais pas trop où, là, qui va prédire ça pour le 15 février 2013. Très juste. Ça, c'est une chose qui est illustrée souvent en sociologie. Oui. Une croyance trouve toujours de nouveaux matériaux pour s'alimenter. Alors, on réinterprétera le calendrier maya en question, on trouvera un nouveau calendrier, on dira qu'on avait mal calculé jusqu'à présent, mais ce qui est certain, c'est que samedi matin, après la déception de ne pas être aux premières loges de la catastrophe finale, je ne doute pas un seul instant que plusieurs vont trouver une manière de recycler l'idée de catastrophe finale dans un nouveau logiciel. Au niveau de la pensée sociale, j'en ai aucun doute, la crainte de la disparition verte ou rouge ou ainsi de suite, ça va demeurer, mais je crois aussi que au niveau même de ceux qui ont une vision plus mystique, plus spiritualisante de tout ça, il va y avoir manière de recycler de telles croyances. Autrement dit, Mathieu, samedi matin, vous mangez quoi? Vous faites la fête ou pas? Ou c'est un samedi comme tous les autres? C'est un samedi comme tous les autres, alors ce sera la fête comme tous les samedis. C'est le plaisir du samedi matin que d'abuser des pâtisseries. Alors vous pouvez compter sur moi de ce point de vue pour traiter ce samedi matin comme tous les autres, c'est-à-dire un samedi de ripaille. Chanceux parce qu'il y a dimanche et ensuite il y a Noël le mardi, donc vous allez grossir, non? Ah, mais non, pas du tout, parce que c'est à ce moment que la discipline physique nous empêche les excès, contrôle la conséquence des excès. Mais c'est la beauté du temps des fêtes, notez bien. Hein. Je suis un peu peiné à l'idée de savoir que des gens entrent dans les jours qui viennent avec un sentiment catastrophique et catastrophiste, alors qu'il y a normalement 2 belles semaines qui nous permettent de nous reconnecter aux valeurs les plus fondamentales, à celles de notre civilisation, à celles de la civilisation occidentale, et plus simplement aux valeurs humaines les plus fondamentales. C'est un peu dommage finalement d'arriver ici avec un air crépusculaire. Et comme on dit dans Astérix et Obélix, quand l'appétit va, tout va, n'est-ce pas? Ah, il n'y a aucun doute là-dessus. Il poursuivait même en disant, je crois, il y a une formule magnifique, c'est on ne mange pas pour vivre, mais on vit pour manger. N'est-ce pas réjouissant? Mathieu Bocoté, merci infiniment. Joyeux Noël? Joyeux Noël très certainement, et bonne année, et au grand plaisir de se reparler au retour à la nouvelle année. Merci Mathieu.